Bonjour, bienvenue sur ce troisième volet. Alors comme je vous l'avais annoncé, cette vidéo traitera des motifs constituant le sujet et le contre-sujet et de leur utilisation dans la pièce. Alors tout d'abord, commençons par le sujet. Comme vous pouvez le voir, le sujet est construit en deux parties. La première partie, que l'on appelle la tête du sujet, est composée de deux motifs identiques. Ces deux motifs forment une marche mélodique ascendante, c'est-à-dire allant du plus grave au plus aigu, le premier commençant par le mi et le second par le fa. Ils sont aussi construits en décélération rythmique par deux doubles croches allant vers deux croches et deux noirs. Alors en ce qui concerne la deuxième partie du sujet que voici. Il a également sa propre identité rythmique, 4 croches, 4 doubles croches et 2 croches. Cette mesure est répétée 2 fois. Malgré donc sa propre identité rythmique, le motif n'est pas similaire. Dans la première mesure, on a la présence d'un agrément qu'on ne trouve pas dans la seconde mesure. Et dans la seconde mesure, on a la présence d'une liaison qu'on ne trouve pas dans la première. De plus, la première mesure a une courbe plutôt descendante, alors que la seconde mesure a une courbe ascendante. Alors ce sujet, comme plein d'autres sujets de fugue, a la particularité d'être modulant, c'est-à-dire que la dernière mesure va nous permettre donc de faire le pont, une modulation vers la dominante. Tiens, parlons justement de la réponse. La réponse est la reproduction du sujet à la dominante, donc ici en si bémol majeur. Sauf pour le dernier motif qui, au lieu d'aller vers la nouvelle dominante qui serait fa majeur, retourne en fait à la tonalité principale de mi bémol majeur, afin de clôturer l'exposition. Le changement s'effectue ici, là où la mélodie réalise une tierce, au lieu habituellement d'une quarte dans le sujet initial. Alors avant de parler du contre-sujet, voyons comment le sujet est utilisé dans tout le morceau. Pour vous aider à visualiser ces deux parties de sujet, je les ai placées avec deux couleurs différentes. Alors avec ce petit passage, vous avez pu remarquer dans les divertissements que seule la tête du sujet était utilisée. La seconde partie du sujet, elle, ne sera utilisée que dans les réexpositions et même à la fin, donc dans le dernier sujet, dans la dernière exposition du sujet. Ce sujet est un peu modifié, la fin est amplifiée d'une fois de plus, permettant un emprunt au quatrième degré, accentuant le caractère final. A noter aussi que toutes les premières parties du sujet forment une marche mélodique ascendante, sauf dans le second divertissement. Alors qu'en est-il du contre-sujet? Ce que je peux vous dire, c'est déjà qu'il est constitué essentiellement que de doubles croches et de 3 motifs. Le premier motif, constitué de 8 doubles croches, commence à contretemps avec un quart de soupir et est construit avec
une broderie inférieure et puis une double broderie. Ce premier motif va se reproduire 2 fois. Le second motif est important, il est le marqueur de toutes les terminaisons des contre-sujets. Il est construit également en partant à contretemps et avec 8 doubles croches, une note de passage et globalement une double broderie. Ce troisième motif ressemble très fortement au deuxième motif. Alors pour les comparer, je vous les place à côté. À gauche, motif numéro 2, à droite, le motif numéro 3. Vous remarquez que si je scinde en deux ce motif, dans le motif numéro 2, la mélodie remonte entre les deux parties, alors que dans la numéro 3, elle continue de descendre. Ce sera donc la seule différence entre ces deux motifs. Alors maintenant, réécoutons la pièce dans son intégralité en suivant simplement le contre-sujet et ces fameux 3 motifs que j'ai placés en 3 couleurs différentes, le violet, le bleu foncé et le bleu clair pour le troisième motif. Regardez bien l'apparition donc de ces motifs. La couleur par exemple bleu clair, combien de fois elle revient par rapport à l'importance du violet. Et puis notez bien qu'il y a un endroit où il y a une petite particularité, Bach n'arrivait pas sûrement à placer son élément, donc il a un tout petit peu bidouillé avec un bout de contre-sujet, ça s'entend pas, ça se voit à peine, et je l'ai placé en jaune sur la partition. Alors enfin pour finir, je voulais vous montrer 2 passages, le début et la fin, dont je n'ai pas parlé. Alors si je prends le début, on remarque simplement 2 notes avec l'octave et je pense que Bach avait simplement besoin de présenter un appui pour que le sujet prenne toute sa dimension rythmique et que le contre-sujet aussi puisse partir. Partir à contre-temps pour les deux, sujet et contre-sujet, aurait peut-être eu moins de rebond, peut-être eu moins d'impact. Et puis pour la fin, Bach avait sûrement besoin de ralentir son flux de double croche et de remarquer une seconde fois la cadence terminale, donc la basse passe en croche, et puis la mélodie donc présente dans la main droite utilise la série d'agréments habituels pour terminer cette pièce et la terminer sur l'intervalle d'octave qui va être l'intervalle vraiment le plus conclusif. Et voilà, cette vidéo s'achève. Merci de l'avoir suivi. Dans le 4e volet, la prochaine fois, je vous exposerai tout le langage harmonique contre-empathique que propose Bach donc dans cette 5e invention.